21 000 voix, 21 000 petites voix séparent la majorité présidentielle de la NUPES au premier tour. Difficile lendemain pour la Macronie qui n'a pas la garantie, on vous le disait, de garder sa majorité absolue, même si l'alliance de l'AREM, Modem et Horizon part favorite pour rester la première force politique à l'Assemblée. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin au salon de la défense Eurosatori. Une de nos équipes le suit. Bastien Auger, le président, va devoir mouiller la chemise. Il va faire campagne dans l'entre-deux tours. Oui, même si ça ne va pas être évident pour lui, parce qu'il faut rappeler que l'agenda de cette semaine va être très pris par les questions internationales. Emmanuel Macron doit notamment se rendre en Roumanie et en Moldavie. Mais malgré cela, certains de ses soutiens espèrent bien qu'il va trouver du temps pour s'engager personnellement dans cette campagne. Parce que l'enjeu, il est évidemment pour lui, avant tout, c'est sa capacité à avoir une majorité absolue qui lui permettrait de faire passer ses textes à l'Assemblée nationale sans avoir à tisser des alliances à gauche ou à droite. Ça fait partie d'ailleurs des arguments qu'il a été décidé hier soir de mettre en avant le risque de blocage des réformes, nous dit-on, si Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et puis l'autre argument, l'autre axe de stratégie qui a été arrêté hier soir, c'est de diaboliser la NUPES, diaboliser Jean-Luc Mélenchon, cogner sans détour et sans nuance, au point d'ailleurs d'accuser une partie de la NUPES de ne pas faire partie du champ républicain. C'est l'argument désormais des macronistes. On est très loin du ton de l'entre-deux tours qu'avait adopté Emmanuel Macron. À l'époque, il faisait des clins d'œil appuyés à Jean-Luc Mélenchon et à ses troupes. Merci à vous, Bastien Auger, et à Guillaume Palacios. Question à tous autour de ce plateau. Je vais commencer par vous, Guillaume Roquette. Le président, il va faire campagne ou pas? Tout le monde le réclame. Il a intérêt à faire campagne, parce que jusqu'à présent, il ne le faisait pas. Et ça lui a pas réussi. Il a perdu son pari consistant à anesthésier ces législatives en se disant que la peur de l'extrême gauche allait être suffisante pour lui assurer une majorité tranquille, et ça n'est pas le cas. Donc on le voit bien, c'est pas une catastrophe pour lui ce premier tour, mais c'est pas non plus une réussite. Donc maintenant il n'a pas le choix. Je pense que oui, il faut qu'il s'engage davantage, parce que dans cette France qui est de plus en plus fracturée, de plus en plus isolée, avec des camps qui ne se parlent plus et qui ne font que s'invectiver, il y a besoin d'une parole présidentielle. Le simple fait que Emmanuel Macron a été confortablement réélu président ne suffit pas de toute évidence à lui donner cette légitimité. Pourquoi il n'a pas gardé, on l'a vécu en direct sur ce plateau, cette dynamique de fin de campagne présidentielle qui était la sienne? Parce qu'il s'est dit, j'ai été réélu sans programme, sans meeting, uniquement préoccupé par, d'une part, la situation en Ukraine, d'autre part, le fait de ne pas mettre Marine Le Pen à l'Élysée. Et il s'est dit que ce qui lui avait réussi à la présidentielle allait lui réussir aussi aux législatives. C'est pour ça qu'il a attendu 3 semaines avant de nommer une première ministre, et c'est pour ça que cette campagne a été gazeuse, évanescente. Roland Quérol, cette menace qui pèse sur Emmanuel Macron et ses troupes, le fait qu'il n'y ait pas forcément une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est la première fois que ça arrive depuis 88, me semble-t-il? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors en 88, Mitterrand avait lui-même dit aux Français qu'un parti seul au pouvoir, ça le tentait pas tellement. Alors les Français avaient s'en étaient saisis pour s'engouffrer dans cette brèche et n'avaient pas donné une majorité. Et ça avait été compliqué de gouverner avec l'aide de Michel Rocard, nommé Premier ministre. Il fallait sans arrêt ajuster l'ouverture et les votes de confiance au Parlement pour essayer d'avoir en permanence cette majorité qu'on n'avait pas naturellement dans les urnes. Et donc il veut absolument éviter ça, Emmanuel Macron. Il a raison, sous la Ve République, un président sans majorité parlementaire est un président dont l'efficacité est voisine de zéro. Donc il faut absolument qu'il puisse contrôler une majorité des députés. Il le fera finalement. Il le fera soit parce qu'il aura la majorité absolue, ce qui est plutôt mon hypothèse aujourd'hui en regardant les chiffres, soit justement parce qu'il lui faudra, avec une partie du centre-droit, peut-être une petite partie de ce centre-gauche miraculeusement réapparu ici ou là en Occitanie, grappiller les quelques voix qui permettront que la machine fonctionne. Mais il est évident qu'on préfère, quand on est président nouvellement réélu, pouvoir compter sur un Parlement qui vote vos textes. Alors l'autre, je rebondis sur la question de Christophe. En fait, les Français, ils voulaient le sanctionner, ils voulaient le chahuter. On se souvient que dans les sondages, ils disaient ne pas vouloir de majorité pour le président à l'Assemblée. C'est ce qu'ils disent dans une enquête post-électorale réalisée par l'IFOP. C'est vrai que
55% des Français disent qu'ils voulaient rééquilibrer. Alors on reprend la séquence, une sorte de vote contraint au second tour de l'élection présidentielle, une campagne qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc l'idée est effectivement de rééquilibrer. Alors imposer une cohabitation, peut-être pas, mais empêcher le président de la République d'avoir une majorité absolue et de faire tout ce qu'il veut, comme il veut, de gouverner, de continuer à gouverner seul, c'est effectivement ce que ne souhaitent pas un certain nombre de Français. D'où l'idée d'être un peu politique. Les électeurs, ils ne sont pas très nombreux à se déplacer, mais ceux qui vont voter, eh bien, il y a effectivement une réflexion politique. Donc, lui imposer non pas une cohabitation avec un Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais encore une fois, une majorité relative qui l'obligerait justement à composer, à rechercher de nouvelles alliances, c'est peut-être que ce que souhaitent un certain nombre de Français au fond d'eux-mêmes. Damien Fleureau, n'est-ce pas ça la politique ? Remettre du débat à l'Assemblée nationale et se séparer de ce quinquennat précédent, de quinquennat de godillot, disait souvent l'opposition. Est-ce qu'on ne remet pas un peu de vie à l'Assemblée et de la politique ? Alors, il y en a de la vie à l'Assemblée. Il ne faut pas caricaturer les travaux parlementaires parce que en commission, en séance, et d'ailleurs, notamment, même si c'est parfois un peu caricatural lors des séances de questions d'actualité au gouvernement que l'on peut suivre sur LCI le mardi, on voit que ça vit et que ça chahute parfois, que les majorités, quelles que soient d'ailleurs les couleurs, sont bousculées. Et par ailleurs, on a vu aussi que, même si on peut avoir une majorité a priori absolue, on peut être mis en difficulté sur certains articles de projets de loi, voire sur des votes tout simplement. Donc, ce qui est certain, c'est que là, la négociation, elle se passera même avant sur certains textes de loi, s'il faut aller chercher des voix complémentaires pour avoir cette majorité absolue dans le camp, notamment du Parti Les Républicains. On se dit que c'est a priori plutôt de ce côté-là qu'Emmanuel Macron peut aller convaincre des élus dans la prochaine Assemblée. A priori du côté de la NUPES, ou peut-être s'il y a quelques candidats dissidents de cette coalition de gauche qui seront élus demain, peut-être pourront-ils compléter une majorité. Il y a sans doute des alliés qui comptent plus que d'autres. La REM Renaissance n'ayant pas la certitude d'avoir une majorité absolue seule, eh bien les marcheurs devront compter sur les troupes du MoDem, mais aussi sur celles d'Édouard Philippe et son mouvement Horizon pour atteindre donc les fameux 289 sièges. Lydia Guiraud, est-ce que Édouard Philippe devient maître du jeu ? Il aura, en tout cas, il va jouer un rôle très important. Est-ce qu'il est maître du jeu ? Je ne le crois pas. Moi, je pense comme Roland Quérol que la majorité absolue irait sûrement à l'obtenir parce que la NUPES va faire peur à une certaine partie de l'électorat et notamment à droite. Et donc, ils vont se reporter vers un vote en faveur des candidats de la majorité présidentielle. Édouard Philippe, de toute façon, jouera un rôle puisque dès le lendemain du second tour, la succession à Emmanuel Macron va s'ouvrir et les uns et les autres vont commencer à se positionner. Ils ont beau avoir fait signer aux candidats de la majorité présidentielle des chartes pour dire qu'ils seront absolument loyaux. Les relations humaines, les ambitions font qu'ils s'organiseront à un moment ou à un autre. Et je pense que ça va arriver très très tôt puisque cette résurrection de la gauche grâce à cette union menée par Jean-Luc Mélenchon remet de la politique, c'est vrai qu'on en avait besoin, remet du débat et réouvre les appétits. On continue justement de débattre, notamment avec Jacques Miard, merci, qui est avec nous. Damien Fleureau parlait de recomposition, parlait de l'obligation de gouverner. À un moment donné, est-ce que si la majorité présidentielle tend la main à LR pour faire passer quelque article de loi, ce sera une main franche et amicale? Écoutez, je vais vous dire tout d'abord que la situation d'aujourd'hui, c'est le péché d'orgueil de Macron-Jupiter. Parce qu'il a cru que, bien évidemment, il allait enjamber les législatives sans débat comme il l'a fait pour les présidentielles, et il se retrouve dans une quasi-impasse. Donc, de ce côté-là, j'ose espérer que l'opposition LR à l'Assemblée nationale n'ira pas, je dirais, à la soupe. Parce que ce sera la fin des LR si c'est le cas. Parce qu'il ne faut pas croire que les Français ont la mémoire si courte que ça. Donc je pense qu'il doit y avoir une opposition extrêmement ferme à cette politique qui n'en est pas une
et que M. Macron devra regarder la réalité en face. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'en réalité, on a, semble-t-il, le retour d'une certaine 4e République, où bien évidemment, on se souvient de la formule, soutien sans participation. Mais ça a amené la mort de la 4e République. Donc il va falloir que de ce côté-là, les choses soient claires. Il est vraisemblable, effectivement, qu'aujourd'hui, NUPES va filer la trouille aux bourgeois et que les bourgeois vont voter manifestement En Marche pour éviter cette situation. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas simplement le retour, je dirais, de la vie politique à l'Assemblée, pour laquelle je suis très en faveur, mais c'est aussi des magouilles qui risquent de ruiner le message politique des députés. Jacques Miard, vous perdez quand même aujourd'hui votre statut de premier groupe d'opposition. Comment est-ce que vous digérez les résultats ce matin ? Ben écoutez, je vais vous dire une chose, et je vais tenir des propos iconoclastes. NUPES nous a montré qu'ils étaient capables, je dirais, d'avoir une coalition électorale avec des antagonismes forts entre les LFI, les écolos, les socialistes, les communistes. Eh bien, moi, je le dis, je crois que nous devons retrouver maintenant à droite une alliance électorale qui puisse nous permettre de gagner. Moi, je veux rester LR, ça c'est évident, et je ne veux pas aller me commettre, je dirais, en perdant mon étiquette. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce que NUPES a fait à gauche, il faut le faire à droite. Et c'est ça la solution d'avenir. Je sais que ça va déplaire, avec qui? Je sais qu'on va hurler, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder les réalités en face. Avec qui, Jacques Miard? Les valeurs, oui, mais pas le suicide. Oui, mais avec qui? La main tendue, avec qui? Quelles sont les composantes à droite aujourd'hui qui pourraient vous rallier? Attendez, quand vous faites les comptes, vous avez ici une vaste possibilité d'alliance électorale sans que chacun perde, je dirais, son identité propre. C'est ce qu'a fait NUPES. Regardez les alliances. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'ils s'aiment, c'est parce qu'ils ont le même programme. C'est faux. Donc on peut très bien le retrouver aujourd'hui dans les droites. Et je suis convaincu que c'est la solution. Il y a un moment, n'est-ce pas, c'est bien gentil de faire de la morale à tort et à travers, mais le suicide n'est pas une solution politique. Guillaume Roquette veut réagir. Oui, vous faisiez la comparaison avec ce qui se passe à gauche et avec la NUP. Là, c'est le parti le plus radical, Jean-Luc Mélenchon, qui a pris la main en quelque sorte. Compte tenu du rapport de force à droite aujourd'hui, des scores qui ont été ceux de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse, dans l'alliance que vous appelez de vos voeux, les Républicains seraient une sorte de force d'appoint du Rassemblement national? Pas forcément. À partir du moment où nous sommes sur un projet cohérent, moi je vais vous le dire, je suis pour la recréation du RPR à droite, de manière que les choses soient claires. Il y a un moment, ça suffit, n'est-ce pas? Ce qui a tué la droite, c'est effectivement cette alliance avec les centristes qui nous mène nulle part. On le voit bien. Donc il faut que la droite LR aujourd'hui se retrouve sur un RPR fort et à ce moment-là, en cohérence avec un projet fort, on peut être le moteur d'une alliance électorale qui nous permette de contrebalancer ce qui s'est passé à gauche. Jacques Miard, il y en a un, et c'était pendant la présidentielle, qui a voulu recomposer le RPR, il s'appelait Éric Zemmour. Non, mais attendez, il ne faut pas le prendre de cette manière. C'est une question je dirais, premièrement, mon acte premier, c'est recréer un RPR avec des LR actuels. Et il y en a un certain nombre qui en sont capables. Je pense à Laurent Wauquiez pour ne pas le nommer. Mais à partir de cela, une fois qu'on aura recréé un RPR, qu'on aura un projet propre et cohérent, on peut passer des alliances électorales avec des gens qui ne sont pas chez nous et avec lesquels on ne va pas fusionner. C'est aussi simple que cela. Regardez ce qu'a fait NUPES. Ils nous ont donné la solution à gauche. À nous de la trouver à droite. Merci beaucoup, Jacques Miard, d'avoir été avec nous. Merci de cette expression franche, comme toujours. En cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national, quelle consigne de vote de la part de la majorité présidentielle? Un flou araignée, quelques heures après les premiers résultats hier soir, la Macronie évoquant du cas par cas et le barrage face aux extrêmes, à gauche comme à droite. Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre.
Il faut qu'on attende de voir les cas de figure qui vont se présenter ou pas. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas électeur dans ce département. Donc, nous, on a toujours été... Quelle est votre position de principe ? Je vais vous dire, on a toujours été très clair sur notre opposition aux extrêmes et notamment au Rassemblement national. Et donc ensuite, il y aura... On verra quelles sont les situations locales qui se présentent. Mélenchon, c'est un programme qui est dangereux. Pour moi, il ne fait pas partie de l'arc républicain. La France de Jean-Luc Mélenchon, c'est la Grèce d'avant Tsipras, vous savez. Donc, je ne veux certainement pas ça pour mon pays. Alors ça, c'était avant que Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, et Clément Beaune ne clarifient les choses ce matin. Quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main. Nous en remettrons effectivement à la volonté des citoyens. Mais très clairement, Alba Ventura, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, pas une voix pour le Rassemblement national. On ne change pas la majorité présidentielle. Je l'ai toujours dit, donc je ne vous le cacherai pas. Quand il y a pour moi un duel entre l'extrême gauche et l'extrême droite, même en pinçant le nez, je préfère l'extrême gauche. On n'a dit pas une voix pour le Rassemblement national. Je crois que personne dans la majorité ne peut être suspect de la moindre complicité, connivence, complaisance avec l'extrême droite, jamais. Bon, pour vous, si tout cela est clair, c'était peut-être avant la dernière intervention sur le terrain en campagne de la Première ministre Elisabeth Borne. Écoutez. Notre position, c'est aucune voix pour le Front National. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Guillaume Roquette, une petite analyse de ces multiples prises de position qui n'ont rien changé depuis la première. Il y a des considérations tactiques derrière tout ça. Effectivement, les gens qui prennent la parole pensent un peu à ce qui se passe dans leur circonscription en disant est-ce qu'ils ont besoin éventuellement de l'appui de telle ou telle partie de l'électorat. Mais je pense qu'il y a une vraie question de fond. C'est-à-dire que, est-ce que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est plus républicain que le Rassemblement national ? Est-ce que quand on appelle, et c'est dans le programme de sa coalition, à désobéir à l'Europe, c'est-à-dire à revenir sur tous les engagements de la France depuis 50 ans, est-ce qu'on est encore dans l'arc républicain ? Est-ce que quand on fait campagne avec Jeremy Corbyn, l'ancien patron du Parti travailliste britannique qui avait été démis de ses fonctions pour sa complaisance avec les idées antisémites qui étaient en vigueur dans une partie de son mouvement politique, on est encore dans l'arc républicain ? Est-ce que quand on dit la police tue, on est encore un parti républicain ? Honnêtement, on peut se poser la question, et je trouve ça assez sain qu'il y ait différentes voix dans la majorité. Bien sûr, encore une fois, il y a des arrière-pensées politiques, mais quand même, je trouve que c'est une vraie question, c'est un vrai débat. Pourquoi ce manque pas ce manque de clarté, mais ces prises de position à répétition, jusqu'à, si c'est la ligne du parti, la clarification un peu tardive de la Première ministre, Arlette ? Parce que c'est compliqué, effectivement, il y a des positions personnelles, c'est-à-dire que du côté de La République En Marche, avant Renaissance, c'était effectivement non, non et non au Rassemblement national. Et c'est d'ailleurs aussi dans la ligne de la campagne présidentielle. Bon, après, il y a un problème, effectivement, aujourd'hui, avec certaines positions défendues par des candidats de la NUP. Donc, on va, ce qui ne va pas être simple, faire la distinction, mettre des notes en face. Je crois qu'il y a à peu près. Il y a les 58... bons NUP et les mauvais NUP. Voilà, bon NUP, mauvais NUP. Alors pour l'instant, il y a un bon NUP candidat, c'est le responsable du Parti communiste, Fabien Roussel, qui a des positions claires vis-à-vis de la police. Salué par Elisabeth Borne, d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que je le donne, parce que c'est le seul nom qui a été donné par tous les ministres. Voilà. Fabien Roussel, parce qu'il soutient la police, parce qu'il est intransigeant sur la laïcité et qu'il est plutôt favorable, lui, il n'a pas les mêmes positions, en tout cas ambiguës, vis-à-vis de l'Ukraine. Donc voilà, c'est celui qu'on peut soutenir quand on est dans la majorité sortante. Pour les autres, oui, il y a les accusations d'islamo-gauchisme, de complaisance à l'égard effectivement de la Russie, il y a la volonté de désobéir à l'Europe, tout ce qui était dans le programme de la France insoumise. Et donc, on va voir comment ça se passera localement, qui aura le pass pour avoir le soutien d'un candidat En Marche éliminé, et ceux qui, effectivement, seront rejetés. Ce qui est clair, ce n'est pas une voix pour le Rassemblement national,
ce qui ressemble tout à fait, vous vous souvenez, à la consigne de Jean-Luc Mélenchon, pas une voix pour Marine Le Pen, c'est juste au retour de l'élection présidentielle. Didier Guiraud, ça peut tenir ça, ce pas de consigne de vote et le cas par cas? En fait, je pense qu'ils n'ont pas le choix de faire du cas par cas parce que la difficulté, c'est de savoir comment les électeurs qui sont une réserve de voix importante et indispensable pour les candidats de la majorité présidentielle vont arbitrer. Est-ce qu'ils vont arbitrer sur les questions sociales, notamment la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat, ou est-ce qu'ils vont arbitrer sur le régalien? S'ils arbitrent sur le régalien, effectivement que rappeler les liens avec certains mouvements islamistes, la vision communautariste de la société française. Vous avez rappelé la visite de Jérémy Corbyn qui est venu soutenir des candidats de la NUPES, des déclarations contre Charlie Hebdo de certains députés de la France Insoumise. Ça peut être un véritable repoussoir pour des électeurs qui viennent notamment de la droite. Si c'est la question sociale, ils peuvent être séduits et aller vers la NUPES. Mais je pense que les derniers propos de Jean-Luc Mélenchon, notamment la police tue, les liens avec Assa Traoré et d'autres mouvances douteuses, vont être plutôt un repoussoir et seront de nature à mobiliser un électorat qui est à droite. On va interroger Damien Fleureau, mais avant, on a ouvert la boîte à archives. Alors, si on a tout compris depuis hier, la NUPES peut-être, au compte-gouttes, le RN, rien, et pourtant. D'abord, c'est un projet de division, c'est beaucoup de violence dans les propos déjà. Quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement national, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie. C'est des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme. La rupture autour de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ça ne fonctionne pas et les Français le savent. Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance du chaos. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des jumeaux de la peur. Si Jean-Luc, au pays des merveilles de l'économie, avait trouvé la recette magique, mais vous ne croyez pas qu'on l'aurait mise en place ? Alors Arlette Chaboussa, ce sont les noms d'oiseaux qui ont volé pendant cette campagne. Il faut dire qu'il fallait c'était tout contre Mélenchon. Hein, parce que oui, mais il y avait quand même, notamment dans les propos d'Amélie de Montchalin, on avait tous été étonnés quand elle disait les jumeaux de la peur, ce qui voulait dire qu'on mettait sur le même plan le Rassemblement national et, disons, les Insoumis ou Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ce que dans la majorité, chez les marcheurs, on a toujours refusé de faire. On a toujours fait la distinction entre l'extrême droite et, disons, une gauche radicale. Là, on a eu ces derniers jours des positions qui les renvoyaient effectivement dos à dos, les mettaient à égalité. On peut dénoncer les extrêmes, mais sans les mettre à égalité. Ça avait créé un petit malaise dans la majorité. Certains ne se reconnaissaient pas effectivement dans cette mise à égalité, ce qui explique aussi les dissonances de ces derniers 48 heures, quand un Clément Beaune, le premier, dit jamais effectivement le Rassemblement national c'est le premier ennemi, le premier adversaire, on revient à la position initiale et logique. Là, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et qu'on a une position qui n'est pas simple à exprimer, d'où tout à l'heure on a ressenti certain agacement dans la réponse d'Elisabeth Borne, qui est, quand on l'interroge une fois, deux fois, trois fois sur le même sujet, elle explique et c'est pas simple. On se retrouve justement pour faire de la simplicité dans quelques instants. On sera notamment avec nos équipes. Mathilde Guénégan, qui est au siège de la France Insoumise. Est-ce que c'est un échec, en fin de compte, ce premier tour pour un certain Jean-Luc Mélenchon, qui se voyait Premier ministre? Et puis on parlera de soupçons de fraude, nouvelles attaques au lendemain de ce premier tour, signé la NUPES contre le ministre de l'Intérieur, accusé d'avoir tripatouillé les résultats en Outre-mer. A tout de suite.